Kurt Cobain ne s'est pas suicidé. Plus de 3 décennies après sa mort, un témoin s'est présenté avec une déclaration sous serment, étayée par des preuves physiques et sonores, jamais révélées au public. Ce témoignage officiellement déposé auprès d'un cabinet d'avocats de Seattle en mars 2025 a introduit une série de faits nouveaux et surprenants qui remettent directement en cause la conclusion longtemps admise du suicide. Ces nouveaux éléments comprennent un enregistrement audio de la voix de Cobain datant de la nuit précédant sa mort, qui n'avait jamais été divulguée, une note manuscrite, qui n'a jamais été enregistrée dans les dossiers officiels de la police, et des documents faisant état d'une activité financière inhabituelle au cours des semaines précédant le mois d'avril 1994, le 5 mars 2025. Scott Reiner, avocat à Seattle, a rendu public un affidavit de 12 pages, ainsi que 2 fichiers audio envoyés à son cabinet par une source anonyme. Cette source, qui s'est identifiée uniquement comme un ancien coursier interne d'une importante société de musique de Seattle, a affirmé avoir été physiquement présente au domicile de Cobain le 5 avril 1994, le jour même de la mort du leader de Nirvana. Leur témoignage conteste directement le récit d'un acte solitaire. Selon la déclaration sous serment, le coursier a été envoyé cet après-midi-là pour livrer une enveloppe au domicile de Cobain sur le Lake Washington Boulevard East. On lui a demandé d'emprunter une entrée latérale où il a été accueilli et escorté par un homme de grande taille aux cheveux longs, décrit comme un proche collaborateur du propriétaire. Alors qu'ils attendaient à l'arrière de la propriété, le témoin aurait entendu une violente dispute provenant de la serre. Une dispute qui a duré près de 15 minutes. Elle s'est terminée par un seul coup de feu. Le témoin précise que personne n'est sorti de la serre pendant plusieurs minutes après le coup de feu. Environ 10 minutes plus tard, le même intermédiaire aux cheveux longs est sorti la poche de sa veste visiblement alourdie avant de se diriger calmement vers la route principale. Il n'y avait pas de sang sur ses vêtements, pas de comportement frénétique, seulement un départ contrôlé qui, selon le témoignage, semblait délibérément inquiétant. En plus de ce récit, le bureau de Reiner a publié l'une des preuves les plus accablantes à ce jour, un enregistrement audio attribué à Kurt Cobain lui-même, enregistré dans la nuit du 4 avril 1994, un jour seulement avant sa mort. Sur la bande, une voix masculine ressemblant sans équivoque aux enregistrements connus de Cobain prononce les mots glaçants. « Ils veulent en finir avant que je ne fasse quoi que ce soit d'autre. » Ah, cette déclaration combinée à la note et aux témoignages qui viennent de faire surface soulève de profondes questions sur les circonstances entourant la mort de Cobain. Ce qui a longtemps été considéré comme un suicide pourrait en fait cacher une vérité bien plus sombre qui est restée enfouie pendant plus de 30 ans. Ils inventent une histoire. Je suis fatigué. L'analyse audio initiale suggère que l'enregistrement a probablement été stocké sur une cassette 4 pistes généralement utilisée dans les petits studios. Le fichier n'a pas été édité et contient des bruits de fond typiques d'une serre la nuit, notamment des insectes et le klaxon occasionnel d'une voiture au loin, une qualité confirmée par les ingénieurs du son du label qui a travaillé avec Nirvana en 1993. Le rapport mentionne également un croquis manuscrit qui aurait été trouvé dans le bureau de Cobain après sa mort, mais qui n'a jamais été rendu public. Le document dit « Ne les laissez pas finir d'écrire pour moi. Si je me tais, ils parleront pour moi. » L'écriture a été examinée par l'experte en écriture Sheila Lowe, qui avait travaillé sur la lettre de suicide originale, et a montré un haut degré de cohérence avec l'écriture du carnet personnel de Cobain. Reiner a déclaré que la note avait été conservée par un membre de l'équipe de nettoyage et qu'elle avait été envoyée au début de 2025. La déclaration sous serment indique également que Cobain a téléphoné à un producteur de musique à Athens, en Géorgie, dans la nuit du 3 avril. L'appel a duré 11 minutes et prévoyait de quitter Seattle dans 2 semaines pour lancer son propre projet. À la fin de l'appel, on entend Cobain dire « Si tu ne reviens pas cette fois-ci, ne laisse personne te le dire.
L'appel a été confirmé par de vieilles factures de téléphone et par le récit de l'appelant, un associé de longue date de Cobain figurant dans les dossiers du cabinet d'avocats de Reiner. Le verdict de suicide dans l'affaire Kurt Cobain était basé sur une série de données médico-légales et sur la scène de crime. Néanmoins, lors de l'analyse post-mortem qui s'est étalée sur 3 décennies, plusieurs éléments ont été identifiés qui n'étaient pas conformes aux critères techniques d'une scène de suicide par balle. Ces points seraient remis en question par une perspective technique indépendante. Premièrement, les résultats toxicologiques du King County Medical Center ont montré que la concentration de morphine dans le sang de Cobain était de 1,52 mgl avec des traces de diazépam. Pour quelqu'un qui n'a pas consommé de drogue régulièrement, ce niveau est considéré comme supérieur au seuil létal. Bien que Cobain ait eu des antécédents de consommation d'héroïne, des experts indépendants ont déclaré que la capacité à rester conscient et à effectuer des actions complexes telles que tenir un chargement et appuyer sur la gâchette d'un fusil de chasse dans les minutes suivant l'injection était pharmacologiquement improbable. Une analyse de l'Institut médico-légal indépendant de Seattle, publiée en 2017, indique que cet équivalent de la morphine provoque une dépression respiratoire complète dans un laps de temps très court, ce qui ne permet pas d'utiliser les 2 mains. La contradiction réside dans le fait que les marques d'aiguille sur la main gauche indiquent que l'injection a eu lieu peu de temps avant la mort selon les indicateurs de dégradation des enzymes sanguines. Deuxièmement, le rapport criminel de 1994 ne fait état que de la présence d'empreintes digitales non analysables sur le fusil de chasse Remington M11, le stylo inséré dans la lettre de suicide et la seule douille de balle retrouvée. Selon un rapport de réexamen réalisé en 2009 par une équipe d'experts du Seattle Forensic Science Laboratory, la perte simultanée d'empreintes digitales sur ces 3 pièces à conviction est rare dans les suicides par arme à feu. Bien que des facteurs environnementaux tels que l'humidité et le temps puissent avoir un effet, le taux de détérioration simultanée des empreintes sur tous les éléments de preuve a été jugé non conforme aux statistiques habituelles des scènes de crime. Troisièmement, le contenu et le style de la lettre de suicide de Cobain révèlent 2 styles différents au sein d'un même document. Le début contient des phrases qui résument sa carrière musicale, tandis que la fin s'adresse directement à sa famille, dans un langage clairement émotionnel. Une analyse grammaticale et stylistique réalisée en 2011 par le Northwest Institute of Forensic Linguistics a révélé que la structure de la phrase et l'accent lexical de la dernière partie ne correspondaient à aucun des journaux ou lettres manuscrites antérieures de Cobain. Bien que certains experts aient suggéré que des changements émotionnels aient pu influencer le style d'écriture, l'analyse statistique a tout de même classé la dernière section comme clairement distincte, ce qui soulève la possibilité que le document ait été édité après sa rédaction. Quatrièmement, les documents financiers internes de Cobain conservés par sa banque montrent que son compte a effectué un retrait à un distributeur automatique de billets de Queen Anne quelques heures seulement après l'heure de sa mort. Bien que le système n'ait pas mis à jour les transactions en temps réel en 1994, il convient de noter que le code PIN utilisé lors de la transaction correspondait exactement à celui enregistré par Cobain lui-même. Selon un rapport de vérification du King County Financial Office datant de 2020, il n'existe aucune trace de perte ou de réémission de la carte au cours de cette période. Il est donc possible que la carte ait été utilisée par un tiers ayant un accès privilégié à des informations personnelles. Un 5e examen physique de la scène en 1994 a permis de déterminer que la douille se trouvait sur le côté gauche du corps, alors que le fusil de chasse Remington avait un système d'éjection orienté vers la droite. L'analyse technique du mécanisme d'éjection de ce type de fusil de chasse a montré que la douille aurait été éjectée vers la droite à moins que le canon n'ait été physiquement tourné ou repositionné après le tir. Un rapport de 2015 du Domestic Firearms Research Institute indique que la position gauche de la douille
aurait nécessité une rotation non naturelle de 180 degrés par rapport au corps tombant, ce qui n'aurait été possible qu'en cas de contact physique direct avec l'arme, immédiatement après le coup de feu. Le réexamen des preuves techniques ne s'arrête pas aux preuves physiques présentes sur la scène de crime. De nombreux documents indiquent que les relations personnelles et les décisions internes prises à la fin de la vie de Kurt Cobain constituant un autre maillon de l'ensemble des causes. La personne la plus proche. Dans toute l'affaire entourant la mort de Kurt Cobain, Courtney Love est considérée comme la personne ayant eu un lien direct et continu avec la victime durant les dernières étapes de sa vie personnelle et artistique. Selon des documents juridiques déposés dans le comté de King en 1994, environ 2 semaines avant la mort de Cobain, un document juridique interne relatif à un contrat prénuptial a été demandé à l'avocate Rosemary Carroll, représentante légale de Cobain et de Love dans un certain nombre de contrats commerciaux. Dans un enregistrement interne fourni à l'enquêteur Tom Grant, l'avocate Carroll a confirmé que Cobain lui avait demandé de revoir les termes de l'accord prénuptial. Cette information est accompagnée d'un enregistrement audio de 17 minutes dans lequel Carroll déclare que Kurt est en train de repenser tout son rôle dans la structure de son patrimoine personnel. Le contenu de l'enregistrement est cohérent avec le témoignage d'un conseiller financier personnel qui a confirmé avoir rencontré Cobain au cabinet de Carroll au cours de la dernière semaine de mars 1994 pour discuter de la séparation de ses revenus personnels et de ceux de Nirvana. L'enquête initiale menée par Courtney Love en 1994 indique que c'est elle qui a signalé la disparition de Cobain le 3 avril en appelant la police. Néanmoins, selon la transcription de l'appel conservé dans les dossiers internes, les informations fournies contenaient initialement des divergences quant à l'heure à laquelle Cobain avait quitté Exodus Recovery. Des comparaisons ultérieures basées sur les enregistrements téléphoniques ont montré que Cobain avait quitté l'établissement le 1er avril. Sur la base de ces informations, la période pendant laquelle la victime n'a pas été retrouvée a duré près de 2 jours de plus que ce qui avait été initialement annoncé. Les informations concernant le véritable nom d'Eldouce Eldon Hawk sont apparues pour la première fois lors d'une interview réalisée en 1996, dans laquelle Hawk affirmait s'être vu offrir 50 $, par une célèbre artiste féminine pour s'occuper de Cobain. Un test au détecteur de mensonges effectué par American Polygraph Technologies a donné un résultat positif avec un niveau de confiance de 95% concernant la véracité de la réponse à l'offre. Bien que le nom de la personne ayant fait l'offre n'ait pas été directement identifié par Hawk, le contexte de l'interview et la description du comportement correspondaient à certains des faits qui avaient circulé dans la presse industrielle. 3 jours après le dernier enregistrement de l'incident, Hawk a été tué par un train dans des circonstances qui n'ont pas été entièrement élucidées. L'enquête a conclu à une cause accidentelle, mais un rapport interne de l'équipe de production de l'émission à l'époque a noté que Hawk avait déclaré qu'il était surveillé au cours de la dernière semaine précédant sa mort. La série de données ci-dessus placées dans le contexte des mouvements financiers, juridiques et administratifs qui ont eu lieu au même moment montre une corrélation entre les comportements liés à la restructuration des actifs, les changements dans les droits de gestion des droits d'auteur et les réactions correspondantes de la part des personnes les plus proches. La coïncidence entre les ajustements juridiques et le décès fait que les experts considèrent qu'il s'agit d'une série de comportements hautement synchronisés qui méritent d'être inclus dans l'analyse des facteurs d'influence directe. Les 90 derniers jours, au cours des 3 mois qui ont précédé sa mort, le 5 avril 1994, Kurt Cobain a connu une série de changements psychologiques, physiques et professionnels. Des documents médicaux, des dossiers commerciaux, des rapports internes de sa société de gestion et des données provenant de son centre de rééducation ont permis d'établir une chronologie qui montre clairement le déclin progressif de la capacité de Cobain à coordonner sa vie personnelle et sa vie professionnelle au cours des dernières étapes de sa vie. Le 4 janvier 1994, Cobain achève sa dernière tournée Nirvana
au terminal Heinz en Allemagne. Après son retour à Seattle, un examen interne effectué par sa société de gestion Gold Mountain Entertainment a révélé que les performances de Cobain lors des réunions stratégiques avaient considérablement diminué, en particulier en ce qui concerne les calendriers de sortie des albums et les plans de tournée à venir. Le compte-rendu d'une réunion tenue le 15 janvier au siège de DGC Records montre que Cobain a demandé un arrêt complet de son travail jusqu'au deuxième trimestre 1994. Le compte-rendu de la réunion mentionne également que Cobain a refusé de participer à une importante séance de photos organisée par le label pour des raisons de santé. À partir de février, Cobain se retire de plus en plus souvent de la vie publique et professionnelle. Le médecin personnel de Cobain à Seattle fait état de douleurs persistantes à l'estomac, d'insomnie et d'une perte de poids. Un rapport médical de la Queen Anne Medical Clinic évalue son stress et sa dépendance aux opioïdes comme présentant un risque élevé de rechute, mais une brève période de retrait à la fin de 1993. Le même mois, un rendez-vous privé dans un centre de santé mentale est confirmé comme ayant été annulé en raison d'une incapacité à coopérer, selon un document du Seattle Center for Behavioral Analysis Center d'analyse comportementale de Seattle. Le 3 mars 1994, Cobain se rend à Rome pour rencontrer Courtney Love, qui fait la promotion de son nouvel album. Le 4 mars au matin, Cobain est admis à la polyclinique Umberto Plima à la suite d'une réaction à une combinaison de rohypnol et d'alcool. Un rapport clinique de l'hôpital décrit l'incident comme un cas de réaction hypnotique et dépressive du système nerveux central et nécessite une observation de 24 heures. Le même jour, une note manuscrite a été trouvée dans les affaires personnelles de Cobain à son hôtel et a été confisquée par les forces de sécurité de Rome, exprimant ses pensées sur la fin de ses obligations publiques et médiatiques. La note a été incluse dans le rapport administratif de l'US à Rome à la demande du consulat général. Après son retour à Seattle, Cobain continue de refuser de participer à des événements publics, y compris à une conférence de presse organisée par DGC Records. Le 25 mars, une intervention est organisée à son domicile en présence de Courtney Love, membre de Nirvana et d'amis proches. Le procès-verbal établi par le consultant en intervention, Chris S., indique que le sujet s'est d'abord montré réticent, mais qu'il a accepté d'entrer en traitement après une conversation supervisée de 90 minutes. Les dossiers internes de l'Exodus Recovery Center de Los Angeles confirment que Cobain est entré dans l'établissement le 30 mars avec des difficultés de communication et une désorientation temporaire. Selon les dossiers administratifs, Cobain a quitté l'établissement le 1 avril à Dix 9H 30. Mais, après avoir traversé le Southwest Campus sans avoir été averti par le système de sécurité qui n'avait pas été réglé depuis les rénovations de février 1994. Le 4 avril, les relevés téléphoniques du domicile de Cobain ont enregistré un appel de 8 minutes vers un numéro à Athens en Géorgie. D'après les dossiers de l'appelant, il s'agissait d'un musicien qui avait collaboré avec Cobain dans le cadre d'un projet indépendant d'écriture de chansons. Il n'y a aucune trace du contenu de l'appel, mais la durée et l'adresse indiquent qu'il s'agissait d'un appel personnel non professionnel. Il s'agit également du dernier contact confirmant l'interaction de Cobain avec une personne extérieure à sa famille au cours des dernières 24 heures. Les chronologies ont été établies à partir d'une série de dossiers administratifs, financiers et médicaux provenant de multiples sources médico-légales indépendantes. Ils montrent un processus de désintégration structurelle personnelle de la fin janvier au début avril et une progression constante de la procrastination du retrait social et des décisions de vie stratégiques. Au cours de cette période, des comportements cadres impliquant un détournement financier, un retrait social et des changements fréquents de lieu de vie se sont produits à un rythme rapide, créant une période de difficultés comportementales et juridiques, héritage, douleur et silence. Peu après la découverte du corps de Kurt Cobain, le 8 avril,
1994 des procédures judiciaires ont été engagées dans le cadre du droit civil de l'État de Washington concernant l'héritage de sa propriété intellectuelle, la garde de ses enfants et la répartition des intérêts commerciaux. L'ensemble du catalogue de droits d'auteur de Cobain, qui comprend des œuvres issues de 3 albums officiels de Nirvana et des enregistrements inédits, a été évalué à l'époque à 6,7 millions de dollars, selon des documents financiers préparés par le cabinet comptable Moore Johnson & Company. Frances Bean Cobain, fille unique de Kurt Cobain, et Courtney Love est devenue la première bénéficiaire de la succession et a été légalement représentée par un tuteur temporaire jusqu'à sa majorité. Les documents administratifs approuvés par le King County District Court à la fin de l'année 1994 ont confirmé le transfert de la propriété intellectuelle à un trust familial géré par l'intermédiaire de l'institution financière Wells Fargo Advisors. Au cours de la période 1995-2005, les revenus des redevances musicales de Nirvana ont été redistribués annuellement au trust qui a également couvert les coûts liés à la préservation du matériel à l'archivage des images et au maintien du contrôle juridique sur les rééditions. Sur le plan personnel, la Kurt Cobain Arts Scholarship a été créée en 1996 à l'Aberdeen High School de Washington, où Cobain était scolarisé. Cette bourse est financée principalement par une partie des redevances et des dons individuels des partenaires de l'industrie musicale. Les archives de la Fondation montrent que plus de 180 bourses ont été attribuées entre 1996 et 2024 pour une valeur moyenne allant de 2,0 à 5,0 dollars. Des documents internes confirment que certains des dons provenaient d'artistes ayant collaboré avec Nirvana avant 1994. Frances Bean Cobain, dans une déclaration publique relative au transfert de la pleine propriété de sa succession en 2010, a indiqué qu'elle avait choisi de maintenir la structure de gestion des droits d'auteur et de ne pas intervenir dans le processus de réédition, de réimpression ou de remixage de ses œuvres originales. Les états financiers de 2022 montrent que les revenus du catalogue Cobain représentaient encore près de 82% de la valeur nette totale de Frances Bean à cette époque, ce qui démontre l'impact à long terme de la réputation et de l'œuvre de son père. Après 2025, au fur et à mesure que de nouvelles informations relatives à l'affaire étaient publiées par l'équipe juridique indépendante, certaines des entités détenant les droits d'utilisation de l'image de Cobain ont déposé des demandes de révision plus strictes de l'étendue des droits afin de s'assurer de la cohérence avec la conclusion juridique finale en cas de changement de la part des autorités. Bien qu'aucune nouvelle décision n'ait été rendue, ces organisations ont commencé à mettre à jour les clauses relatives aux droits dans les contrats commerciaux conclus avec des tiers. La mort de Kurt Cobain, après 3 décennies d'enquête et d'analyse, est loin d'être une fin définitive. De nouveaux documents, de nouveaux liens et des preuves médico-légales supplémentaires ont changé la façon dont de nombreuses personnes considèrent cet événement apparemment évident, si ce qui a été récemment révélé continue d'être vérifié et élargi. L'affaire pourrait ne plus être un vieux dossier oublié, mais le point de départ d'une révision complète de l'une des plus grandes légendes de la musique mondiale. Si vous trouvez que ce contenu vaut la peine d'être diffusé, merci d'aimer, de le partager avec ceux que cela intéresse et de vous abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer les prochains sujets. Laissez un commentaire si vous avez un point de vue différent ou des informations supplémentaires, car parfois, un petit détail peut changer le cours des événements.